On vous télégraphie l'image de ce qui s'est passé à 1000 lieues d'ici. Bientôt, on vous la fera voir. Directement. Ou presque. Et dans le moment même. N'est-ce pas bien beau? Non, ce n'est pas beau. Ce n'est qu'une variation de télégraphie. C'est une chose qui coûte fort cher, et dont je n'ai nullement besoin. Mais l'inventeur réplique. Je vous en donnerai le besoin, et voici comment. Un journal a besoin d'avoir les nouvelles une demi-journée avant un autre. Et vous achèterez le journal le mieux informé. Pardon, répond l'infortuné consommateur. Un mois après, tous les journaux seront également bien informés. Il y aura une agence des images comme il y a l'agence Havas. Ainsi, aucun journal ne fera fortune par votre invention. Soit, dit l'inventeur irrité. Du moins, le journal qui prétendra se passer de moi sera ruiné. Et bien plus sûrement, dit le consommateur, sera ruiné le journal libre, le journal d'idées dont j'ai besoin. Ce n'est pas si simple. Je n'ai pas grand besoin de nouvelles vraies. Je n'ai pas besoin de les savoir à la minute. Seulement, les fausses nouvelles sont dangereuses. Les rumeurs sont dangereuses. Par cet envolement des nouvelles et par cette enragée concurrence, il devient impossible de fabriquer des nouvelles. Si nous vivions en paysans, et chacun chez nous, nous aurions peut-être un journal d'idées, qui serait quelque chose comme un sage almanach. Mais il serait payé par le gouvernement, et nous n'en saurions rien. Quels récits effrayants, quelles rumeurs, quelle peur, quelle fureur. Les peuples sauvages ont tous d'absurdes croyances. Il faudrait savoir si elles ne tiennent pas à l'absence de quelque connaissance précise et en elles-mêmes inutiles. Un arbre peut être pris pour un fantôme. Connaître l'arbre pour un arbre est alors une précieuse connaissance. C'est ainsi que notre air et notre éther sont parcourus de nouvelles bien petites, qui annulent peut-être de terribles songes. Nos chefs d'État, nous savons jour par jour où ils sont et ce qu'ils font. Que nous importe? Mais attention, cela rend difficile l'invention de telles entrevues mystérieuses. Qui peut savoir ce que le bon sens se doit à cette sotte curiosité qui ne choisit point? Il faut donc tout prendre dans le progrès, et s'intéresser à cette planète au-delà de Neptune. Certes, personne n'y penserait s'il n'y avait des gens payés pour y penser, et l'on peut se passer de connaître la distance et le temps de révolution. Mais il se peut bien aussi que ce soit l'inutile qui éclaire l'utile. Les animaux savent ce qui leur est utile, et c'est peut-être ne rien savoir. La machine instruit. À la construire, à la nettoyer, à l'huiler, à la conduire, on s'exerce à comprendre de grands effets par des causes toutes simples. Ainsi, le capitalisme, comme on l'appelle, ne peut faire qu'il n'éclaire ceux qu'il voudrait duper. Crédules et incrédules à la fois, voilà comme il les faudrait. Et l'école professionnelle est instituée pour tenir debout ce modèle impossible d'homme, qui comprendrait jusque-là et non plus loin. C'était possible au temps des mystérieux métiers, où le tour de main était tout. Ce n'est plus possible au temps des machines, qui sont des objets sans malice aucune et sans aucun mystère. C'est ainsi que s'est développé ce matérialisme ouvrier, qui est peut-être, chose imprévue, la seule force morale agissant maintenant dans le monde. Le fait est qu'un ajustage bien clair et dent pour dent est une sorte d'image de la justice. Et surtout, la pratique des machines dispose à changer tout de suite ce qui ne va pas comme on voudrait. Bref, et par ces chemins détournés, nous approchons de ce point de rebroussement, où le travailleur, instruit par la machine, s'aperçoit qu'il est dupe de la machine, et juge enfin l'aveugle progrès d'après un simple calcul de dépenses et de profit. Combien de maisons saines en moins pour un avion de plus? Voilà la question.